commencer avec des remerciements, surtout aux intervenants qui sont venus d'Italie, les sopranos Daniela Coppola, les ténors Antonino D'Esposito, et aussi les personnes qui m'ont aidé pour le travail de traduction, c'est-à-dire Madame Jessica D'Agostino et Monsieur Enrico Spadaro. Et je remercie vous tous, mes étudiants et mes collègues qui sont ici, mais surtout je remercie les Clem pour avoir accepté la proposition que j'ai faite sur la musique napolitaine. Et donc, pourquoi ce sujet, Aix-Marseille? Vous le savez, je suis italienne, c'est aussi un peu la nostalgie pour la maison qui m'a fait commencer ce type de recherche qui ressort un peu du cadre de recherche où je travaille. Mais ça tombe assez bien avec les tendances d'ouverture de la fac où nous sommes et aussi surtout avec notre groupe de recherche. Je veux dire deux mots en ce qui concerne le titre, le chant napolitain. Pourquoi parler du chant et pas des chansons? Parce que j'ai aussi découvert que quand en France on parle de la musique napolitaine, la musique vocale, on parle toujours de chansons. Moi je vais aller plus loin parce que je parle en fait de la relation de la voix avec la musique napolitaine, donc de créer à Naples et aux alentours. Et donc, vraiment, la voix, qu'est-ce qu'elle fait la voix pendant le temps, quel est son développement, jusqu'à arriver à la forme chanson. Donc, c'est pas de suite qu'on commence avec la chanson. Et on va se rendre compte que cette évolution, c'est une grande oscillation entre le populaire et le savant. Donc, c'est-à-dire que ce sont des inspirations différentes, provenant par des milieux sociaux différents. Déjà, on peut quand même un peu, comment dire, remarquer les lieux de provenance de ce type de musique, de ce type de chant. Donc, vous voyez l'Italie, le sud, et ici, on a la ville de Naples, qui est dans une région qui s'appelle Campania. Là, vous le voyez bien. Alors, déjà, vous voyez la position assez stratégique de la ville de Naples, qui est sur la mer. C'est la mer Tirreno pour l'Italie, et c'est une partie de la mer Méditerranéenne. Donc déjà, être sur la mer, ça veut dire ouverture, ça veut dire contact, communication avec des autres populations. Et c'est ça aussi des choses intéressantes pour l'histoire de Naples, parce que Naples a été vraiment l'objet de beaucoup de domination. Les Grecs, les Romains, l'Empire byzantin, les Normands, la dynastie Chouab, et les Français, et les Espagnols, les Arabes, on n'oublie pas les Arabes, donc jusqu'à arriver en 1861, quand on a eu finalement l'unité d'Italie. Donc vous voyez, c'est très tard que Naples, avec tout le sud d'Italie, on l'appelait Regno delle Due Sicilie, parce que c'était la partie donc vraiment de la péninsule, et aussi avec l'île de la Sicile. Très tard, on est rentré dans l'histoire d'Italie. Donc, pour revenir aux vraies origines de cette ville, on a des origines donc, qui sont vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. L'actuelle ville de Naples, elle s'appelait Partenope et a été fondée par les Cumains, qui étaient une population un peu, géographiquement, ils sont un peu plus au-dessus de la ville de Naples. Actuellement, ça existe encore, la ville de Cuma. Donc, pourquoi Partenope? Ça, c'est une histoire entre, comment dire, vraiment, c'est entre histoire et légende. Parce que Partenope, ça vient du nom d'une sirène. Déjà, Homère, dans l'Odyssée, racontait que la mer de Naples était peuplée par des sirènes, qui étaient, comme vous le voyez et comme vous le savez déjà. L'image aussi nous montre qu'ils étaient des êtres, pour moitié des êtres humains, pour l'autre moitié, ils étaient des poissons. Donc, elles étaient pour la plupart des filles qui avaient l'habitude de chanter. Et avec ce chant, ils séduisaient les hommes, surtout les hommes de mer. Et alors, Homère, il nous raconte que Ulysse, dans ses aventures, après avoir passé et avoir reçu la prophétie de la sorcière Circe, il passait par la mer de Naples pour son voyage. Et il savait déjà qu'il y avait les sirènes. Donc, il savait déjà que le chant, et je remarque le chant des sirènes, était quelque chose qui séduisait beaucoup. Et alors, il avait dit à ses camarades de se faire attacher sur le mât du bateau. Et il avait aussi prévu de mettre des bouchons d'oreilles à ses camarades. Donc, c'est comme ça qu'il a pu échapper par les sirènes. Parce qu'en fait, oui, c'était beau que les sirènes chantaient, elles avaient un chant super beau. Mais comme elles séduisaient les hommes,
les hommes allaient avec elles, mais comme elles étaient aussi des êtres de mer, et elles voulaient amener les hommes dans la mer, l'homme, pour sa nature, n'arrive pas à soutenir comment dire, beaucoup d'eau, et voilà, c'est comme ça qu'il n'arrive pas à survivre. Donc voilà, déjà dans l'origine et dans la légende du début de l'histoire de la ville de Naples, grâce à Parthénope, à l'histoire de Parthénope, on voit encore déjà la présence du chant. Je remarque surtout que Parthénope, encore aujourd'hui, nous on utilise le mot Parthénope pour indiquer la ville de Naples, città partenopea, la ville partenopéenne, si comme ça on pourrait dire en français. Encore, la deuxième étape des premières origines, c'est la colonisation par les Grecs pendant le 6e siècle avant Jésus-Christ, d'où ça naît le nom Napoli, donc Néapolis, parce que Néapolis, ça veut dire nouvelle ville. En fait, on a décidé de traduire le terme polis pour les Grecs avec ville. Et donc, la ville de Naples, avec un peu tout le sud d'Italie, était devenue une colonie, donc la Magna Grecia, ceux qui les Grecs appelaient Magna Grecia. Et donc les Grecs, ils avaient amené aussi les habitudes, la culture qu'ils avaient dans leur patrie. Et au niveau musical, ça c'est assez intéressant parce que on sait à travers, comment dire, les écrits, parce que malheureusement au niveau de musique, ça reste très peu, on sait de ce temps si loin. On sait qu'on avait beaucoup de musique attachée au théâtre, donc voilà, musique de théâtre. Et on sait déjà que dans cette période, les Napolitains avaient acquis une réputation très bonne en musique. Et ça, cette réputation est restée aussi pendant la période des Romains. En fait, les écrits nous racontent que l'empereur Nérone, il était un chanteur, et il était aussi un joueur de sitar. Il allait souvent faire ses performances dans la ville de Naples, vraiment parce que les Napolitains, ils étaient des gens qui étaient experts en musique. C'était quelque chose de très répandu. Et surtout, il ne faut pas oublier que déjà à partir de la période grecque, en continuant dans la période romaine, Naples était appelée la ville des otium, otia pluriel, c'est-à-dire la ville des passe-temps. Et comme la musique était vue soit comme quelque chose qui faisait partie de la culture, soit aussi comme un passe-temps, était très développé dans ces cultures. Pour revenir à la différence que nous avons fait tout à l'heure entre populaire et savant, là j'ai cité per una disordinata storia della canzone napoletana, ça veut dire pour une histoire désordonnée de la chanson napolitaine. C'est un titre d'un livre que j'ai aimé beaucoup pendant les recherches que j'ai fait récemment. C'est un livre de Roberto De Simone. Je fais juste une parenthèse, Roberto De Simone, c'est un homme monument pour Naples parce qu'il a été compositeur, directeur du conservatoire, musicologue. Il a fait plein de découvertes de l'histoire ancienne musicale de Naples. Donc vraiment, c'est un dieu pour la culture actuelle napolitaine. Comme lui il dit dans ce titre, en fait, l'histoire de Naples, du chant, il l'appelle déjà chanson, mais moi je préfère dire du chant napolitain, il est assez désordonné, parce que oui, j'ai parlé de populaire, de savante, mais c'est pas quelque chose de linéaire, une progression, c'est quelque chose qui bouge de façon irrégulière. Je veux citer aussi, alors j'ai parlé juste de 2 catégories populaires et savantes, mais il y a eu Sebastiano Di Massa, un autre musicologue, qui a parlé de 3 catégories de l'expression du chant napolitain. Donc il est allé un peu plus loin dans cette distinction. Il a parlé bien sûr de popolare, donc le populaire, que comme on sait, le populaire donne lieu à des créations collectives, anonymes, qui sont transmises, et on peut dire aussi conservées dans le temps, à travers donc la transmission orale entre les générations. Voilà. Il ajoute aussi une autre catégorie, le popolaresco. Je n'ai pas trouvé un mot qui me convainçait en français, donc je vais vous expliquer plutôt le signifié. Donc, popolaresco, c'est quelque chose qui explique une création, dans ce cas musical, nous on va parler de musique, une création qui explique surtout un sentiment du peuple. On ne retrouve plus la façon collective de créer et anonyme. Par contre, là, on peut retrouver dans les exemples de création popularesque des auteurs très précis. Et aussi, mais comme la catégorie du populaire, on va quand même avoir une transmission orale des créations.
Pour terminer, la troisième catégorie, c'est le savante. Lui, il appelait canzone napoletana nobile d'autore, c'est-à-dire chanson napolitaine noble d'auteur, c'est-à-dire vraiment une création. Déjà, c'est chanson ici, donc ça prend vraiment la chanson, la forme de la chanson, c'est-à-dire organisée en couplet, voilà toute la structure. Et là, donc on a une création savante avec une structure précise, avec des auteurs. Et je dis des auteurs parce que souvent on a un compositeur pour la musique et un auteur pour, donc voilà, pour les paroles. De toute façon, pour venir vraiment à ce que j'ai appelé les sources concrètes du chant napolitain, parce que oui, nous on connaît un peu les origines à travers des écrits historiques, on n'a pas de fragments. Mais le premier fragment qui a été retrouvé était le chant napolitain le plus ancien, le populaire, c'est le chant des blanchisseuses d'Antignano. Alors, déjà, je vais vous expliquer une chose importante. La ville de Naples, aussi comme on la voit aujourd'hui, elle a une partie qui est sur la mer et une autre partie qui a une colline. Donc, c'est pour ça que ça allait aussi bien pour l'organisation des villes d'origine grecque, parce que vous savez que une ville grecque, il y a l'Agora qui est une partie plus basse et l'Acropole qui est une partie plus élevée, disons. Donc, Antignano Vomero, c'est un quartier qui se trouve sur la partie de la colline de Naples. Ici, nous sommes au IIIe siècle. Au XIIIe siècle. Pendant le XIIIe siècle, nous avons Federico II. C'était un roi qui a fait beaucoup pour Naples déjà. Il s'était installé à Palermo, mais il avait aimé plus la position stratégique de Naples pour faire une capitale de ce royaume qu'il avait. Parce que déjà, il faut dire que... alors, il était de mère normand et de père allemand, de la dynastie des Schwaben. Donc il était venu à Naples et il avait fait beaucoup pour la ville de Naples, c'est-à-dire déjà il avait fondé une université qu'on a encore aujourd'hui, l'université Federico II, c'est une des plus anciennes de Naples. Il avait fait une cour il avait invité beaucoup d'étrangers, soit il avait fait aussi une école poétique, donc c'était quelqu'un de vraiment pour la culture. Mais à côté de cet intérêt culturel élevé, parce que c'était dans la cour, on avait aussi une inspiration populaire, et c'est celle des blanchisseuses d'Antignano. Ici, nous avons un texte, je fais juste un petit extrait où nous avons la traduction, c'est Iesce sole, non te fa più sospirare, siente mai dalle figliole, hanno tanto da pria, qui veut dire lève-toi soleil, lève-toi soleil, c'est une sorte de prière que les blanchisseuses font au soleil afin qu'il lui se lève. Mais pourquoi dire Iesce sole? Oui, on peut dire parce que les blanchisseuses, elles ont besoin du soleil pour que les vêtements se sèchent, c'est vrai. Aussi, ça pourrait être parce qu'elles avaient l'habitude de sortir tôt de la maison pour... quand il n'y avait pas encore de soleil, et donc ils voulaient que le soleil se lève, comme ça la journée pouvait commencer. Mais aussi, j'ai trouvé une raison très intéressante pour laquelle maintenant ici on retrouve Iesce sole. C'est-à-dire que dans 1221, Frédéric II, le roi dont je vous ai parlé tout à l'heure, il avait fait une loi qui interdisait aux Napolitains dans la ville de Naples de chanter. Parce qu'apparemment, les Napolitains, ils avaient l'habitude de chanter aussi la nuit. Et ça a devenu dérangeant. Donc, il avait décidé interdire le chant. Et c'est pour ça qu'elle chantait Iesce sole, peut-être pour dire finalement on peut reprendre à chanter. Donc, maintenant, je vais vous proposer un petit extrait de ce chant ancien. Je vais vous proposer une version tirée par une opéra qui s'appelle La Gatta Cenerentola. C'est composé par Roberto De Simone, toujours la grande personne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est chanté par Antonella Morea, qui est une actrice, chanteuse napolitaine. Vous allez voir que c'est un contralto vraiment profond. Donc je vous ai dit que c'est tiré par une opéra qui a composé De Simone, et c'est une opéra faite soit de morceaux originaux, soit de morceaux composés par lui-même à la façon de la musique ancienne. Allez aussi observer le type de chant.
le type de chant, il est vraiment, elle surtout, elle chante vraiment d'une façon très très typique de Naples, qui a des caractéristiques vraiment méditerranéennes, et seulement à l'écoute, nous on peut trouver aussi quelque chose d'oriental, parce qu'à ce moment, donc au XIIIe siècle, nous on a eu les premières, c'était pas les premières parce que aussi c'est arrivé avant, les premiers contacts avec ce que j'appelle les Arabes. C'était, comment dire, les populations qui venaient soit par le Maghreb, soit pour les Mashrek. Donc ça, on le ressent aussi dans la musique. C'est-à-dire les petits intervalles, un peu plus petits que les demi-tons, les mélismes, voilà, les vocalismes. Je vous laisse écouter, donc, Yesh Sola. de la voix avec la musique napolitaine, je vous parle d'un événement très important pour, comment dire, pour l'histoire culturelle de Naples. On est en 1442 avec, déjà, on avait eu Frédéric II, après on avait eu les Anjou, après finalement on a les Aragonais qui arrivent à Naples. Et en 1442, c'est un moment très important parce que finalement, le napolitain, il a été élu langue officielle du royaume de Naples par le roi Alfonso V d'Aragon, qui était dit aussi Alfonso il Magnanimo, le Magnanime, parce que c'était quelqu'un de très ouvert, et donc ce moment il est très important pour Naples, parce que alors il faut aussi dire que dans toutes les dominations qu'on a eues à Naples, heureusement les rois et les gouvernements qu'on a eu, ils ont toujours laissé donner un petit peu de liberté à Naples, liberté d'expression, et donc ça nous a permis quand même de garder des choses culturelles, entre lesquelles surtout le napolitain, que nous on parle encore beaucoup aujourd'hui, et c'est le dialecte, déjà on peut le définir comme une langue régionale très répandue, et c'est, je pense, celle parlée par beaucoup de personnes. En fait, je pense que c'est la plus importante après l'italien en Italie. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe à la cour d'Alfonso V d'Aragon? Il avait lui aussi une cour pleine de, comment dire, disons, d'invités étrangers, soit pour les lettres, soit pour la musique. Et dans ce contexte, on peut voir le développement d'un nouveau genre de musique savante
donc se développe la chorale aragonaise, mais qui était déjà présente dans les milieux populaires. Il s'agit de la Villanella. Déjà, si on va voir le nom Villanella, ça vient de Villano. Villano, dans soit en napolitain, soit en italien, on le comprend, ça veut dire gens du peuple. Donc ce type de forme, appelons-la comme ça, Villanella ou canzone villanesca, ça pouvait avoir deux versions de noms. Donc, les premiers exemples, ils étaient à une voix plus accompagnement instrumental, parce que comme c'était une forme qui naissait du peuple, la simplicité donc, nous donnait une seule voix avec l'accompagnement instrumental. Ensuite, on a eu le rencontre de ce genre avec le contrepoint, parce qu'il faut aussi se rappeler qu'Alfonso V, il avait invité à la cour de Naples les experts de contrepoint des Flandres. Voilà, le contrepoint flamand. Et donc, c'est pour ça que la villanella peut avoir son évolution en plusieurs voix avec l'accompagnement. Il faut toujours savoir que le texte, il était en napolitain. Qu'il soit populaire, qu'il soit savant, le texte, il a été gardé en napolitain. Les sujets, ils étaient populaires. Donc, tirés vraiment de la vie de tous les jours. Les caractères, presque toujours assez vifs, avec des rythmes pas trop compliqués. Et donc, il était accompagné par des instruments polyphoniques comme le luth, le calachone, la guitare battente et d'autres, mais c'est pas compliqué de trouver aussi des villanelle qui sont complètement a cappella. J'ai nommé quelques compositeurs. On a des compositeurs vraiment napolitains comme Giovanni Domenico d'Anola, Giovan Tommaso Di Maio, qui donc il était à Naples, mais aussi Adrien Villard et Roland de Lassus et Luca Marenzio. Donc, c'est-à-dire qu'ils venaient hors Naples, mais de toute façon, ils avaient travaillé à la cour de Naples. Donc, vous allez voir, c'est vraiment un genre qui a eu beaucoup de succès entre le 15e et le 16e siècle. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est une comparaison entre des villanelles napolétanes populaires et savantes. Donc, à votre gauche, vous avez une villanella populaire qui est anonyme. On ne sait pas qui était le compositeur, mais on sait qu'elle a été créée vers le XVIe siècle. Elle s'appelle Si le femmine portassero la spada. Cette villanelle parle de la méchanceté des femmes vers les hommes. Donc voilà, qui donne des soucis aux hommes, c'est un peu machiste. Mais de l'autre côté, nous avons une création de Roland de Lassus de 1581 qui vient du livre de Moresque Villanelle. Voilà, c'est un gros recueil avec pas mal de villanelles. Et comme vous le voyez du titre, Kikiliki Kukuruku, c'est vraiment c'est tiré par un contexte vraiment populaire, presque de campagne. Ce qu'on va faire, on va l'écouter les deux. Ma con la spada ancora
la chanteuse Renata Fusco, une chanteuse très experte de ce type de musique. Je vais vous mettre l'écoute de Orlando Di Lasso. Je vais aussi dire deux mots sur les instruments de l'accompagnement des villanelles. Alors là, nous avons le calachone. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en fait un instrument napolitain du sud d'Italie, mais surtout se trouve appartenant à la musique ancienne de Naples. C'est un instrument un peu comme, c'est comme s'il était un ancien mandoline. Mais il a un manche beaucoup plus long, il a 11 cordes et il était l'instrument avec lequel on accompagnait ce type de villanelle populaire. Avec lui, on avait souvent le tamburiello. Donc, le tamburiello, c'est un instrument à percussion. Donc, vous voyez ici, anciennement, il avait une boue, maintenant, voilà, c'est un matériel synthétique. Il existe encore aujourd'hui parce qu'en fait, il est un peu le symbole de Naples. Si vous allez voir Pulcinella, il a toujours un tamburiello dans la main. Et donc, soit il a ce type de percussion ici, mais en même temps, il a des petits sonnets métalliques à côté. Donc, on a la possibilité d'avoir 2 sons en même temps. Par contre, les villanelles, disons les savantes, elles étaient plutôt accompagnées par le luth, qui était l'instrument, je pense comme un peu partout, l'instrument de cette époque le plus utilisé. Mais déjà, pourquoi un tel succès des villanelles? Parce qu'elles étaient des choses populaires. Comment la villanella populaire napolitain a fait aussi intéresser un public comme des gens nobles, comme l'aristocratie, la cour aussi. Alors, il faut se dire que pendant le XVIe siècle, on avait encore les Espagnols à Naples. Les Espagnols, ils voulaient créer une capitale de ce royaume forte. Pour avoir une capitale forte, il faut avoir aussi du monde qui habite dans la capitale. Et donc, ils ont fait une sorte de promotion, comment dire, de déménagement de gens dans des campagnes jusqu'à arriver à la ville. Donc, on peut appeler ça une tendance centripète, c'est-à-dire donc tout le monde partait et allait à la ville. Mais pourquoi ils allaient dans la ville? Parce que le gouvernement espagnol exonérait tout le monde qui aménageait donc dans la ville à ne pas payer donc ils ne devaient pas payer les impôts. Et donc, c'était assez bien pour ce type de gens. Et en même temps, donc là, on voit une tendance centripète, mais on a aussi en même temps une tendance ascendante. Parce que comme la ville de Naples, elle commençait vraiment à devenir peuplée et commençait vraiment à accueillir beaucoup de monde, donc là, on voit que dans les niveaux plus bas de la société, on a soit des paysans, mais on a aussi des musiciens ambulants. Et ce type de musique, il est arrivé à intéresser aussi la noblesse et la bourgeoisie et les musiciens. Mais pourquoi? Simplement pour en vivre ensemble. Parce que comme on avait ici beaucoup de monde, et on sait que dans l'ADN des Napolitains, il y a le chant. Parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'assez naturel. Soit aujourd'hui, soit dans les temps plus anciens, on est arrivé aussi à faire de la contamination des niveaux sociaux
sociaux plus élevés. À ce moment-là, il faut aussi se dire que cet enrichissement musical et culturel, il a été possible parce que pendant le XVIe siècle, on a les premières corporations des arts et des métiers et on avait aussi la corporation des musiciennes. Et encore, déjà à partir de 1533, on a les premiers conservatoires à Naples. On a le premier, c'était donc juste 1533, c'était Santa Maria di Loreto, parce qu'on en avait 5 qui après ont été réunis dans l'actuel conservatoire qui s'appelle San Pietro Majella, mais déjà il existait. Il naissait comme des orphelinats, c'est-à-dire avec des gens qui accueillaient des orphelins qui n'avaient plus de parents. Ils faisaient de la musique, après l'enseignement de la musique était développé, et donc les enfants, les garçons, les filles qui étaient là étaient aussi invités à chanter dehors de ces institutions. Donc ils faisaient soit de la musique savante au-dedans de l'institution, mais comme ils faisaient aussi des performances, ils s'intéressaient aussi à la musique un peu plus populaire. Donc voilà, c'est ça qui a donné beaucoup d'enrichissement musical dans cette période. Mais comme tous les genres, surtout dans ce cas, la Villanelle, elle a survécu plus qu'un siècle. Il arrivait un moment que, comment dire, de toute façon je ne voulais pas oublier de citer Vincenzo Baricco, d'où j'ai pris les images, parce que lui il est un homme de sciences qui a appliqué les théories de l'évolution des êtres vivants à la Villanelle. Il a fait une étude très beau. Donc, je parlais du déclin, donc de la fin de la Villanelle pendant le XVIIe siècle. Donc, il avait survécu plus qu'un siècle et demi. À un moment, il s'est arrêté. Mais pourquoi? Parce que déjà, on a dit qu'elle s'était rencontrée avec la complexification contrapuntique. Donc, elle avait perdu sa simplicité d'origine. En plus, on avait la polémique jésuite, parce que qu'est-ce qui s'était passé? On avait eu la réforme protestante. On avait eu le concile de Trente, et la contre-réforme. Elle voulait quand même protéger, c'est-à-dire protéger la religion catholique. Et comme on avait les jésuites à Naples, on a eu vraiment une présence assez importante des jésuites à Naples encore aujourd'hui, il y a. Donc ils cherchaient de faire obstacle à une tendance de la musique qui, selon eux, pouvait aller vers une direction un peu polythéiste. Donc ils sont un peu obstaclés ce type de musique. Mais encore, malheureusement, je pense que la chose la plus mauvaise qui pouvait se passer, c'était l'abolition du napolitain comme langue officielle. Parce que il n'y avait plus les Aragonais, ils sont passés beaucoup de choses historiques, parce que vraiment l'histoire de Naples, c'est très compliqué. Là, on a le vice-regno, c'est-à-dire du vice-royaume. Donc, elle n'était plus, la ville de Naples n'était plus considérée comme une capitale d'une colonie, disons, mais c'était vraiment un appendice, si on peut l'appeler comme ça, de l'Espagne. Si on veut aller plus loin à ce qui se passe pendant le XVIIe siècle, Naples, elle vit une période très mauvaise, c'est-à-dire elle a eu des attaques turques qui ont beaucoup dérangé la situation sociale et politique. On a eu des révoltes populaires contre les Espagnols, notamment celle de Masaniello, qui était un pêcheur qui, parce que au contraire de ce qui s'était passé au début, ils donnaient beaucoup d'impôts. Alors à un moment, ils ont fait la révolte, mais ça ne s'est pas passé très bien. Ils ont eu la peste. Donc, au niveau de la population, beaucoup de gens mouraient. Voilà, une éruption du Vésuve en 1631, donc c'était vraiment une période très mauvaise. Et encore, on avait l'Église qui était un obstacle pour l'expression populaire. Mais de toute façon, dans ce contexte, les Napolitains, ils ont survécu, et surtout la culture et la musique napolitaine, elle a survécu grâce à à l'affirmation de la chanson popolaresca. Je vais vous dire grâce à des personnages, ce qu'on appelle encore aujourd'hui posteggiatore. C'est dur de trouver une traduction en français pour ça aussi, mais on le décrit comme un ménestrel moderne, napolitain, qui est chanteur instrumentiste, compositeur, interprète et diffuseur des chansons. Il était un peu sans abri, parce que quand même il était un peu nomade. C'était des personnes qui voyageaient beaucoup, qui diffusaient ce type de musique. Et je vais aussi vous nommer un posteggiatore qui a été très important pour la culture de Naples, mais
qui a vécu pendant le 19e siècle. Il s'appelait Giuseppe Di Francesco, nommé au Zingariel, qui avait vraiment, avait fait vraiment du charme à Wagner quand il était venu à Naples pour composer, pour se reposer, pour composer la dernière partie du Parsifal. Il a été vraiment enchanté par sa voix, par sa façon de faire de la musique, qu'il avait amené avec soi en Allemagne, mais malheureusement, après 3 ans qu'il était resté avec Wagner, il est parti parce que apparemment il avait séduit une serveuse de la maison de Wagner, donc voilà. Et là, il a une petite photo d'un exemple de posteggiatore, et je vais vous parler d'une composition un chant, je ne vais pas l'appeler encore chanson, un chant qui s'appelle Michelema, qui est un peu un témoignage du travail du posteggiatore, qui a été probablement composé par Salvatore Rosa. Salvatore Rosa a été un peintre napolitain et possible posteggiatore parce que ça, tout le monde dit que c'était à lui Michelema, mais peut-être il y a des doutes au niveau historique parce qu'ils avaient trouvé un livre qui était signé Salvatore Rosa, mais le doute il est est-ce que les textes, les chansons qui sont dedans étaient écrits par lui ou c'était lui le propriétaire du livre, donc ça donne un peu de problème. De toute façon, Michelema, déjà, c'est une création très importante parce que c'est le début de la tarentelle. Je vais la faire écouter. Vous allez déjà entendre au-dedans le même mouvement de la tarentelle, le même rythme, la même ambiance musicale. Et aussi le texte, il est très intéressant. Alors déjà, il est très très long, parce que comme le travail des posteggiatori, c'était pas seulement un travail musical, mais aussi un art du langage, et on voit des textes très très longs. Et donc, il y a aussi un texte hermétique, parce que nous avons Michelema, c'est un mot composé, parce que Michele, notamment, ça devrait être un prénom de personne masculin, et Ma, il a été interprété comme le mien. Mais comme dans la chanson on parle d'une fille, il est possible que l'union des deux mots il ait donné Michelema, parce que pour une fille ça ne devrait pas être Michele mais Michela. Donc l'union des deux mots, il semble qu'il a donné ce mot-là. Et il est très intéressant parce qu'il parle des attaques turques, il évoque l'île d'Ischia où peut-être cette fille elle était emprisonnée. Donc voilà, il est très intéressant, non seulement pour la musique et pour le texte qu'il y a, mais aussi pour les événements historiques qu'il évoque. Hey! Hey! Die Türken vanno Michelema, die Türken vanno Michelema, Michelema, a riposare, a riposare, a riposare, a riposare. Hey! Chi va la cimma chi Michelema, Michelema, chi va la cimma chi Michelema, Michelema, balla sapona, balla sapona, balla sapona, balla sapona. Hey! Via da chi la vence Michelema, Michelema, via da chi la vence Michelema, Michelema, questa figliola, questa figliola, questa figliola, questa figliola, hey! Après la période des posteggiatori, il se passe quelque chose de très, très important pour l'histoire culturelle et musicale de Naples. Et je parle de la rencontre du chant napolitain avec l'opéra. On sait très bien que l'opéra est né, on a donné une date 1597 à Florence, par la Camerata Bardi. Elle a été représentée pour la première fois, et je parle de l'opéra seria dans ce cas, en 1651 dans un théâtre qui maintenant ça n'existe plus, le gouvernement espagnol avait fait construire. Mais comme les Napolitains, ils ont toujours eu une tendance à tout parodier, à faire à faire un peu de blague partout, à ironiser tout, voilà. L'opéra florentin
plus tradition napolitaine. Là, j'ai marqué école compositionnelle et héritage populaire. Pourquoi? Parce que c'est à partir du fin XVIIe siècle et début XVIIIe siècle que nous avons une école napolitaine très très importante qui a créé vraiment un style de contrepoint et d'écriture particulière. Donc voilà, tout ça de la tradition napolitaine qui va à se superposer et simuler, à se greffer, j'aime bien ce mot-là, avec l'opéra florentin, ça nous donne l'opéra buffa, qui est vraiment la caractéristique de Naples. Quand on pense à Naples et l'opéra, on pense à l'opéra buffa, et comme date, on a une date symbole qui est 1709. Mais en fait, qu'est-ce que c'est l'opéra buffa? Dans l'opéra buffa, il est très important de voir quelles ont été les influences vraiment du chant populaire, les adaptations des mélodies populaires. Par exemple, on a beaucoup parlé de Bellini qui plus tard, dans la Sonnambula et notamment dans l'air Viravviso o luoghi ameni, il a explicitement cité Id voglio ben assai, c'est une des chansons napolitaines les plus célèbres. Et aussi, on a un doute, parce qu'on ne sait pas si ça a été vraiment lui qui a écrit cette chanson, disons, napolitaine. Mais soit on a vraiment des emprunts qui, les opéras buffe, font à partir de la tradition populaire. En fait, on a cet opéra de Francesco Cerlone. Francesco Cerlone, c'était un compositeur vraiment symbole de l'école napolitaine. L'opéra s'appelle Il villeggiare alla moda. Il fait vraiment une citation de Michele Mann, donc la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure. Mais à côté de ça, donc on peut dire que ce niveau, il est plutôt savant, même s'il y a des oscillations et des emprunts vers la musique populaire. On a une continuation de production populaire, moi je l'appellerais plutôt popularesca, parce que déjà on a une diffusion de la tarantella. Ça c'est vraiment un siècle de la tarantella, soit comme musique à chanter, mais en même temps comme musique de danse, on sait bien. Et on a des productions comme le guarracino, qui était vraiment un symbole de la musique, moi je dirais plutôt popolaresca. Pourquoi? Parce que c'est toujours un produit des posteggiatori. Il est encore anonyme, on ne sait pas qui l'a composé, mais on sait qu'il était un produit d'un posteggiatore. Alors, c'est quoi le guarracino? Déjà, le mot, il correspond à un type de poisson qui s'appelle chromis chromis dans un langage spécifique. Et il s'agit d'un poisson qui est très très présent dans les eaux, dans la mer de Naples. Mais malheureusement, il n'est pas un poisson trop bon à manger parce qu'il a beaucoup d'épines d'arête dedans. Mais il est très bien pour faire de la soupe de poisson. Pourquoi parler du guarracino? En fait, dans la chanson, on va voir que ce guarracino, ce poisson, il est personnifié. En fait, il est raconté qu'il veut se marier avec un autre poisson. Oui, il y a toute une histoire. Mais, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que l'intérêt musical, l'intérêt littéraire. Il est aussi un monument, comment dire, de l'histoire de la population maritime de la mer de Naples, parce qu'il nomme tous les poissons qu'on peut trouver dans la mer de Naples. Donc vraiment, il est très très intéressant, et il s'agit encore une fois d'une composition très très longue, comme il était aussi une création vraiment de la langue. Voilà, là je vous le fais écouter. J'ai choisi une version vraiment une vidéo qui est prise dans un extrait d'un film qu'ils ont fait récemment. Lo guarracino che gli va per mare, la pinna voglia sensorare. Se facetta no bello vestita, scarda spina pulita pulita, con una parrucca tutta ingrifata, siarella imbraccioliata, con lo sciabò, scolla e puzzina raseta, ingrisa fina fina. Roia bella cataniglia, promona, conchiglia, nu cappiella gallonata, racudarina da luz salata, tutta posa maestra tiella, gli va facendo lo sbafantiello, girava da qua e da là, l'innamorata per se trovare. La sardella lo barcona, stava suonando lo calascione,
e a suono di trombetta gli va cantando starietta. E la re Lumarellena e la figlia Razilena, allassata l'innamorata perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia della sardella s'annamoraia. Sanaieta da navavosa, la più vecchia e malaziosa, li babona rialata, pa mandarla un'ammasciata. La vavosa pissa pissa, che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sandetta rossa rossa sa facetta, poi lo scorno che si pigliaia, sotto lo scoglia si impazzaia. Ma la vecchia della vavosa subito disse: ah, scafanzosa, da sta maniera non trova partita, non te resta l'umarita. Se hai voglia di t'allocà, tanta smorfia non hai da fa. Fuori le zezze, fuori lo scorno, hanno me core faccia de corna. Ci son bene la zizzarella, s'affacciaia alla panastella e fece un occhio a Zannariella, allo sparuta innamoratiella. Voilà, vous avez écouté que, enfin je vais vous dire parce que c'est compliqué, c'est un napolitain, le guarracino che la guardai de la sardella s'innamorai. Ça veut dire le sarracino qui regardait la sardella, qui est un autre poisson, je pense qu'on dit que ça se traduit sardine, je pense. Donc il regardait la sardella et il tombait amoureux. Donc voilà, vous avez vu que c'est vraiment une histoire, soit de la personnification, mais soit il rencontre beaucoup de poissons parce qu'après, comment on faisait, comment on a fait jusqu'à, je pense, il y a une cinquantaine d'années à Naples, pour faire les mariages entre des familles différentes. On cherchait une troisième personne qui essayait de faire les liens entre les deux. Et ici, ce même lien, donc la recherche de l'intermédiaire, c'est fait par une recherche d'un autre poisson. Donc voilà, c'est aussi ça l'intérêt de toute l'histoire. Une fois qu'on laisse le milieu, les milieux populaires, popularesco, d'où nous sommes arrivés environ, nous sommes au XVIIIe siècle, on arrive vers le XIXe siècle, donc dans cette promenade. Je dois aussi avouer que j'ai fait une sorte de découpage d'un parcours parce que comme je me suis trouvée devant un patrimoine immense, vraiment incroyable, c'était vraiment une découverte. J'ai dû donc faire un parcours défini. On se retrouve donc au XIXe siècle avec une double tendance. C'est-à-dire, la première tendance, c'était un intérêt pour le patrimoine culturel populaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on a eu à Naples la chance d'avoir un monsieur qui s'appelait Guillaume Cottereau et qui était quelqu'un en français déjà, et qui venait de Paris, il était arrivé à Naples avec le frère de Napoléon Bonaparte, parce que voilà, c'était un petit moment où aussi Naples était, comment dire, qui faisait partie du Grand Empire qui était dans les projets de Napoléon Bonaparte. Et ce monsieur, il avait commencé à s'intéresser par les grands patrimoines populaires qu'il y avait à Naples. Et ils avaient réalisé une œuvre qui s'appelle Passatempi Musicali, les passe-temps musicaux, qui se basait sur une œuvre précédente de Cimarosa Palomba. Oui, c'est le même Cimarosa, compositeur qu'on connaît. Donc il avait commencé à faire une grande recueil de toutes ces mélodies qu'il entendait dans les rues, qu'il avait trouvées aussi en écrit. Voilà, je vous mets la couverture du livre. Vous voyez, Passatempi Musicali, raccolta completa canzoni napoletane di Guglielmo Cottereau, c'est l'italianisation du prénom. Il avait donc gardé les mélodies en même temps en faisant un travail de création parce que c'est lui-même qui avait créé les accompagnements. Donc quand même il y a une sorte de trahison dans ce recueil parce qu'il y a une modification, une sorte de perte de l'authenticité de la mélodie. Mais quand même il faut lui dire merci parce que sinon on n'avait pas de traces de tout ce qui s'était passé. En même temps, finalement, on retrouve la chanson napolitaine dite classique. Oui, c'est la même qui Sebastiano Di Massa appelle la chanson canzone napoletana nobile d'autore, donc chanson napolitaine noble d'auteur. Et c'est parce que nous, on a la festa di Piedigrotta qui prend l'importance. En fait, c'est festa di Piedigrotta. Piedigrotta, c'est un quartier de Naples qui se trouve vers Mirgellina, donc c'est vraiment à bord de la mer. Cette fête, elle a des origines très anciennes, je dis vers la période grecque,
parce que c'était un moment où on faisait des bacchanales. Donc, c'était une fête vraiment qui était la célébration de Dionysus. Mais après, quand la religion chrétienne catholique est arrivée aussi à Naples, ils ont gardé cette fête, sauf qu'ils l'ont transformée en fête religieuse. En fait, au même endroit de Piedigrotta, il y a une église, je vais vous la montrer. Là, c'est une photo très très ancienne, l'église de la Vierge de Piedigrotta. Et donc il y avait des célébrations religieuses, mais avec les dominations différentes qu'on a eues à Naples. Par exemple, les Espagnols, ils avaient décidé de célébrer pendant cette même période, qui c'était toujours en début septembre. Ils ont commencé à faire des fêtes politiques en même temps, c'est-à-dire la célébration d'une bataille, on l'a célébrée pendant la festa di Piedigrotta. Et donc c'était vraiment un moment important pour la ville de Naples. On avait cette célébration jusqu'à il y a une dizaine d'années, je pense. Et dans ce même contexte, on a eu un développement de la chanson noble d'auteur, parce que c'était aussi un moment de présentation musicale. On avait beaucoup d'auteurs qui présentaient les chansons, et à ce moment, comment dire, finalement, on voit la naissance de la chanson napolitaine avec sa structure particulière, donc de chansons, où, pour la plupart des cas, on a un compositeur et un auteur des paroles. Plus rarement, on a une personne qui soit soit l'auteur des paroles, soit le compositeur. Donc, soit on a une création vraiment savante, et soit on a une création savante qui prend des inspirations de la tradition. Ça, c'est vraiment la période d'apogée de l'histoire plus moderne de la musique napolitaine. Je veux aussi dire que dans le cadre de la festa di Piedigrotta, vers les années 1952, on a eu la naissance du Festival de Naples. Le Festival de Napoli, c'était vraiment un moment où toutes les chansons, les nouvelles chansons étaient présentées, donc c'était un moment de rencontre, voilà, c'était une kermesse très, très importante. Et voilà, les titres que nous, dont on se rappelle aujourd'hui, c'était vraiment des chansons qui étaient passées par la festa di Piedigrotta. Je vais conclure avec ça, avec ce période d'apogée, et parce que le moment musical qu'on va voir maintenant, ça sera vraiment pris de cette période de la 19e siècle entre le populaire et le savant. Pour l'instant, je vais vous parler aussi de la diffusion de ce type de chansons. Il y avait aussi un journal où on avait toutes les nouvelles chansons qui étaient écrites dessus. Ça s'appelait le Spassadiembo. Spassadiembo en napolitain, ça veut dire passe-temps, voilà. Et comment dire, vous voyez, il avait un intérêt très très grand pour ce type de chansons, pour tous les nouveautés qu'il y avait au niveau musical. Et donc il faut quand même dire merci aussi à tous les gens qui ont travaillé pendant cette période, soit comme compositeurs, soit comme auteurs des paroles, parce que c'est aussi grâce à eux que nous on a des titres comme Sole Mio qui s'est rappelé dans le monde entier, que ces titres comme ça ont été chantés par les personnages les plus importants de la musique, soit napolitaine, soit italienne, soit de tout le monde. Comme je disais, je vais vous remercier pour l'instant.